pense que tu peux te lancer. Donc, bienvenue à tous sur la conférence donc, animée par Florian Bourguignon, donc, qui va se présenter juste ensuite. Écoute, je te laisse la main, Florian, donc te présenter rapidement et ensuite nous parler un petit peu de ta conférence et introduire tout ça. Yes, yes, avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin. Avant de me présenter, bon, je pense que si vous êtes inscrit à cette conférence, vous savez de quoi on va parler. Mais quand même, je vais voir si je peux passer les slides. Parfait. Si vous êtes connecté, normalement, vous êtes connecté avec votre ordinateur, votre téléphone. N'hésitez pas. Bon, c'est des choses que je reprécise quand on n'est pas en live YouTube. Mais n'hésitez pas à prendre des notes parce que je vais aller quand même relativement vite. Normalement, la conférence est disponible sur YouTube juste après. Donc, si vous voulez la re-regarder, l'échange d'aujourd'hui est enregistré, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du programme, on va se faire un échange en deux parties. On va faire une première partie de 30 minutes où je vais me présenter. Je vais vous parler de l'association que j'ai créée qui s'appelle We Act for Earth. On reviendra sur, parce qu'aujourd'hui, on va parler quand même des sujets autour de la transition et comment ne pas parler de RSE quand on parle de transition. Je reviendrai sur cette notion si elle est encore obscure pour vous et comment est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez mettre en place la responsabilité sociétale des entreprises dans votre quotidien avant même d'intégrer une structure. Je vous le dis, avant même d'intégrer une structure, vous pouvez prendre des engagements. La deuxième partie, on va se concentrer sur deux actions concrètes pour créer de l'impact tout de suite, pour devenir un étudiant ambassadeur de la transition, pour faire une différence sur le marché du travail par rapport à tous ces beaux et belles étudiantes qui veulent changer le monde. Et on se fera un petit échange questions-réponses à la fin. Donc, si vous venez d'arriver, Quentin nous précisait juste avant que si vous souhaitez poser vos questions, donc, vous pouvez les poser directement sur la plateforme dédiée, sur le Salon de l'innovation durable. Donc, si tu as des personnes qui posent des questions, Quentin, je les prendrai à la fin et j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Quentin les collecte et me les retransmettra et j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de l'échange. Donc, on est parti pour une petite heure. On a déjà 5 minutes de retard. Je vais faire très court sur ma présentation. Je m'appelle Florian Bourguignon, j'ai 30 ans. Comme je le disais, pour les personnes qui sont arrivées pile poil à l'heure, j'habite Stockholm depuis 2 ans. Ma copine est suédoise, je l'ai rejoint ici par amour tout court, pas par amour du temps, même si aujourd'hui il fait magnifiquement beau. À côté de ça, avant Stockholm, j'ai passé 5 ans dans la belle ville de Toulouse, une ville dans laquelle j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle Wineo, qui est un organisme de formation. Pour vous décrire mon activité en 10 secondes, je suis un expert en marketing digital et plus spécifiquement sur LinkedIn. Et pour revenir un peu sur mon parcours étudiant et d'où je viens, je suis né à Grenoble. J'ai fait toutes mes études à Grenoble, à l'Université Pierre Mendès France, un master stratégie économique du sport et du tourisme. Donc ça, c'est les 3 principales villes qui résument bien mon parcours. Et il y en a une qui vient se mettre un peu plus sur la gauche, qui est un peu loin. Donc oui, attention l'empreinte carbone. Je n'ai pas traversé l'océan Atlantique comme Greta en voilier, malheureusement. À l'époque, je n'avais aucune considération. Là, on revient il y a 3 ans et demi en arrière. Je suis parti aux États-Unis. Après être arrivé à San Francisco avec ma copine, je lui ai dit complètement jet-lagué. Et si on se regardait un reportage sur les abattoirs? Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je n'avais aucune prise de conscience écologique à cette époque. J'avais déjà fait certaines choses, mais rien en ce sens. Et ce jour-là, j'ai eu le bouton à l'intérieur qui a fait turn off, turn on. Et on va dire que c'est à cette date-là que j'ai commencé ma sustainability journey, que je suis devenu un éco-citoyen en revenant de ce voyage. À 27 ans, j'ai essayé de prendre les wagons de retard que j'avais sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en termes d'engagement, quel impact je souhaite laisser. Et je me suis posé toutes les questions que j'aurais bien aimé me poser avant. Et c'est des questions qu'on va aborder ce soir. Alors, une des questions en tout cas qui est venue après ce voyage, après avoir pris ce chemin de l'éco-citoyenneté, j'ai mis en place beaucoup de choses à titre personnel la première année et demie. Et il y a 1 an et demi, j'ai voulu faire la même chose avec mon travail. Moi, je suis un entrepreneur, je suis à mon compte, hein, je ne suis pas une boîte du CAC 40, je ne suis pas une ETI, je ne suis pas une grosse PME. Je me suis posé la question de comment est-ce que je vais pouvoir transférer cette prise d'engagement éco-citoyenne dans mon quotidien. Je suis devenu vegan, j'ai vendu ma voiture, je fais plein de choses à mon activité professionnelle. Et cette question, vous pouvez la poser vous-même en tant qu'étudiant. Comment est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez créer de l'impact positif pour le monde, créer de la valeur pour la société, pour la planète, avant même d'intégrer une structure? Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir intégrer une structure, les fameuses structures à impact que beaucoup d'étudiants aujourd'hui
target pour aller déposer leur candidature. Donc, c'est de cette question-là qu'est née l'association We Act Forest. Et donc, cette association, alors, Quentin, est-ce que tu peux me dire, en partage d'écran, là, on voit bien, parce que moi, j'ai le petit encart, vous voyez bien les slides en haut à gauche. Hein. Alors oui, normalement, on voit très bien tes slides. Il n'y a pas de souci, c'est suffisamment grand. Je peux zoomer un petit peu si tu veux. Non, mais c'est bien. Non. Parce que moi, j'ai le petit encart à gauche avec ta tête, la mienne, etc. Pour revenir sur l'association We Act Forest, c'est une association qui est née à Toulouse, qui a été créée en juillet 2020. Aujourd'hui, on a un peu plus de 120 entreprises et entrepreneurs, et on a même des étudiants et quelques salariés qui font partie de l'association. L'objectif de l'association, c'est d'aider les indépendants, les TPE, les PME à développer leur activité tout en créant de l'impact positif. Et comment est-ce qu'on les aide à créer de l'impact positif et à développer leur activité? On s'est concentré sur des formations à la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Je reviens sur cette notion dans le détail juste après. Et on a voulu que ces formations soient simples, concrètes et accessibles. On s'est vraiment orienté sur 3 piliers. Aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur, si demain vous arrivez sur le marché du travail, vous pouvez aller chercher un emploi en CDI, en CDD. Vous pouvez aussi créer votre activité. Quand vous allez créer votre activité, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir faire les choses bien dès le départ et passer à l'action, transformer votre activité et y appliquer les domaines du développement durable. Et le pan du développement durable dans une structure, aujourd'hui, ça s'appelle la RSE. Donc, on outille, on forme nos membres à devenir exemplaires en matière de développement économique, éthique et responsable grâce au principe de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est le premier pilier. J'y reviendrai juste après, ne vous inquiétez pas, je vous dirai concrètement qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième pilier, c'est aussi de travailler en conscience. Alors, travailler en conscience, quand on est un entrepreneur, ça veut dire arrêter de travailler avec des clients qui ne partagent pas nos valeurs. Quand on est étudiant, ça veut dire aller travailler dans une structure qui ne détruit pas le vivant ni les habitants qui sont sur Terre. Je parle des êtres humains. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Je vais vous montrer ce qu'on a mis en place là-dessus. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. Et le troisième pilier, c'est l'entraide. Ça, c'est un point qui est super important. Quand vous créez votre structure, ce ne sera jamais marqué dans vos statuts qu'il faut coopérer. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y a 5 entreprises sur 10 qui ne passent pas le cap des 5 ans. Ça veut dire qu'on demande à nos étudiants, on demande à des personnes plus âgées, moins âgées de créer des structures et on leur dit que la seule loi qui existe, c'est la compétition. Ce n'est pas vrai, cette loi-là existe. On peut la combiner avec d'autres lois telles que la coopération. La coopération, ça veut dire casser les silos, discuter avec ses pairs, contacter ses concurrents, avoir des feedbacks sur ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites, etc. Donc, vous l'avez compris, on est une association qui est vraiment centrée sur l'exemplarité, le passage à l'action concrète sur le terrain. Concrètement, l'équipe, ça c'est super important pour moi, que je vous montre quand même qui compose notre équipe. On a été créé en juillet 2020. En l'espace de quelques mois, on a monté une équipe de 68 bénévoles. On a un peu plus de 12 équipes de travail. Je vous présente quand même dans le détail parce que je vais vous demander quelque chose à la fin de cette conférence et je pense que c'est intéressant que vous ayez un peu de détails sur ce que fait l'asso. On a un conseil d'administration de 8 personnes, un bureau de 3 personnes dont je fais partie, je suis le président. Les 2 personnes que vous voyez en bas, Muriel et Mélanie, sont basées à Toulouse. Et on n'a pas créé l'association puisque je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la RSE, le développement durable, mais ça existe depuis au moins une 50aine d'années. La RSE, je vais dire, on commence à en parler quand même et à l'appliquer depuis une 30aine d'années, en particulier dans les grandes entreprises, les ETI et les grands comptes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur ces sujets. On n'a pas voulu arriver comme un cheveu sur la soupe. On a noué beaucoup de partenariats avec des écosystèmes, des acteurs de l'écosystème. Et on a voulu adapter nos contenus pour les indépendants, les TPE et les PME. Alors, hop, parfait. Donc, le contexte de notre existence, si on va parler des étudiants à la fin, dès le départ, nous, on a voulu, quand on a créé l'association, c'est une association qui a été créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. La principale problématique, une des principales problématiques qu'il y avait pour nous, c'est « Ok, je suis un éco-citoyen, je fais les choses bien à la maison, comment est-ce que je vais pouvoir faire la même chose dans mon entreprise ?» Et quand je veux faire ces choses-là, concrètement, quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place? Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué pour des petites structures. Si demain, vous souhaitez monter une boîte, je vous souhaite bon courage quand vous allez monter cette boîte pour faire en sorte qu'elle soit vertueuse dès le départ. Il y a très peu de contenu sur ces sujets-là, et notamment des contenus de formation. Vous allez vous confronter aussi à une problématique qui est prégnante dans l'entrepreneuriat, qui est la solitude de l'entrepreneur.
Que vous soyez seul ou avec une équipe salariée, il y a des choses que vous ne pouvez pas partager à vos équipes salariées. Ça, vous pouvez le combler soit en ayant un coach que vous payez, soit en rencontrant des pairs du même métier ou des pairs qui font un autre métier, qui ont d'autres expériences, qui ont d'autres compétences. Et je pense que si demain vous créez votre structure, une des principales problématiques à laquelle vous allez faire face, c'est la concurrence. Aujourd'hui, il y a 3,9 millions d'entreprises en France. Il y a énormément de structures qui se créent tous les ans. Moi, j'ai pour habitude de dire que le nouveau CDI en France, c'est l'entrepreneuriat, c'est la micro-entreprise. Il y a beaucoup même quand vous allez rentrer dans des structures, vous avez souvent des boîtes qui vont vous demander si vous êtes ouvert à un contrat freelance plutôt qu'à un contrat CDI. Donc, vous allez être votre propre patron. Demain, on voudrait également, à l'intérieur de l'association, toucher les salariés. Pourquoi? Puisque, je ne sais pas si vous avez vu passer tout ce tapage médiatique qu'il y a eu autour des employés d'Amazon, qui pendant 2 ans, les 2 dernières années, se sont battus pour que Jeff Bezos, leur CEO, se mette en marche pour aller verdir les entrepôts d'Amazon, pour aller améliorer leur impact sur l'environnement, sur l'écologie, sur la gouvernance, sur les modes de fonctionnement de la structure. Il a fallu 2 ans à Jeff Bezos pour aller développer un fonds d'1 milliard. Je ne me souviens même plus de la fortune de Jeff Bezos, je crois que c'est 120 milliards. 1 milliard sur 120, c'est voilà. Je pense qu'il aurait pu faire un tout petit peu plus. Et en attendant, en fait, moi, ma question, moi, ce que je voyais, c'est que je me dis, mais concrètement, vous êtes employé dans une structure, vous y êtes bien, vous n'avez pas envie d'y partir parce que vous gagnez un super salaire. Ben, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en attendant que Jeff Bezos se bouge ou que le département RSE se bouge? Et si vous êtes dans une petite structure, une TPE-PME, pourquoi attendre que le chef d'entreprise qui est tout en haut ou qui peut-être n'est complètement pas ouvert à ces sujets-là ou se dit « Ah, la RSE, le développement durable, c'est un truc de bobo, on va ralentir notre croissance économique, etc. » Pourquoi attendre que ces personnes-là bougent pour pouvoir faire quelque chose? C'est comme si vous rentriez à la maison et vous vous dites bah, « Je vais attendre que mon voisin ait trié ses poubelles pour moi-même les trier. » Donc l'idée, demain, à l'intérieur du collectif, on aimerait aussi nous adresser aux salariés, pas attendre que les directions aient envie d'avancer pour s'engager dans la structure, pour la faire entrer en transition, pour améliorer nos pratiques en tant que salariés. Pareil, si demain vous êtes salarié, vous allez vouloir trouver des moyens concrets d'agir adaptés à votre réalité de salarié. Et là, je ne vous parle pas d'éco-citoyenneté, je ne vous parle pas d'aller trier les poubelles chez vous, je vous parle par exemple d'aller faire des éco-gestes dans votre entreprise. Et les actions peuvent être différentes et parfois plus compliquées à mettre en place, vous n'êtes pas le décideur. Et vous avez aussi, je pense, un rôle, je ne sais pas si vous le faites déjà, si vous avez déjà commencé à transitionner, vous allez évangéliser, vous allez devenir un ambassadeur, une ambassadrice du changement, vous allez parler de ces sujets-là. Et c'est jamais facile de parler de certains sujets à sa famille. Moi, par exemple, quand je suis devenu vegan, dans une famille de viandards, je peux vous dire que ça a été compliqué. Mon nom de famille, c'est Bourguignon. Alors, autant vous dire la blague, Bourguignon et vegan, ça ne fait pas bon ménage. Et on aimerait aussi, avec le collectif, très prochainement toucher les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que très prochainement, vous allez sortir des études, vous allez vouloir trouver un job de sens ou un job tout court. Si vous allez vouloir trouver un job de sens, vous allez vous retrouver face à des recruteurs qui vont vous demander aujourd'hui pourquoi eux et pas une autre structure. Et potentiellement, si vous vous retrouvez devant moi, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'engagement sociétal? Vous, pourquoi est-ce que vous prendrez vous plutôt que 95 000 autres étudiants qui seraient potentiellement engagés et qui veulent sauver le monde, si le monde est tenté, si le monde a besoin qu'on le sauve? Et tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, vous allez devoir aussi faire la différence sur ce marché du travail. Donc potentiellement, je vous donne des billes et ça bascule sur la partie d'après. Vous allez devoir mettre en place des choses pour cultiver votre différence, comme si vous étiez un freelance. Et bien évidemment, si vous souhaitez aller travailler dans une structure engagée, je pense qu'une des principales problématiques à laquelle vous allez être confronté aujourd'hui, c'est de connaître le secteur de l'impact. Et une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'une entreprise à impact? Donc on va revenir sur ces différents sujets. L'objectif pour nous, d'ici 2030, pour vous donner un peu une vision sur l'assaut, c'est d'aller toucher 130 000 entreprises en les formant au développement durable. Et c'est que chacune des structures qui nous rejoignent, et demain, là je vous parle de structures, demain je parlerai de personnes qui ne sont pas des personnalités morales, je parlerai de Quentin, je parlerai d'autres personnes qui nous rejoignent, c'est d'atteindre leur neutralité carbone dans leur quotidien professionnel. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, j'ai mis en accord avec les recommandations du GIEC. Si vous ne connaissez pas le GIEC, je vous invite à aller faire une petite recherche sur Lido ou Ecodia. Alors, je vais prendre les questions. Alors, je ne vais pas prendre une question, Quentin, mais je vais plutôt faire un sondage. Et je vais vous demander d'aller utiliser la partie de chat du Salon de l'innovation durable. Est-ce que vous savez précisément définir ce qu'est la RSE? Puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de ce terme-là. Et moi, j'aimerais savoir, en tant qu'étudiant,
entrepreneur, entrepreneuse, chef d'entreprise, demandeur d'emploi, salarié, est-ce que vous savez concrètement ce qu'est la RSE? Si demain, vous devez expliquer la RSE à votre enfant, à votre mère, à votre père, est-ce que vous savez dire ce que c'est sur une échelle de 1 à 10? Tiens-moi au courant, Quentin. Alors, je regarde le chat. N'hésitez pas à mettre votre chiffre pour savoir comment vous savez définir la RSE. Quentin, tu as combien, toi? Moi, je vais t'avouer que je dois être aux alentours de 4 ou 5. C'est-à-dire que je connais la description que j'ai lue sur YouTube, enfin, sur Wikipédia, etc. Mais j'ai pas approfondi plus que ça. Donc, c'est aussi l'intérêt d'assister à ta conférence, finalement. Ok. Tu as une moyenne de Alors, combien de commentaires? Il y a des personnes qui ont commenté? j'ai 1, 6, 2, 6, 3, 6, oula, 3, 6, 2, 8. Oh, on est pas mal, non? On a une moyenne de 6, 7, là. Encore un 8. On a 3 8 d'affilée, 3 6 qui les ont précédés. Ok. Bon, on est face à Un autre 6. On a une audience d'experts. Et le président du Salon de l'innovation durable est soit plus honnête que vous, soit moins honnête. Ok. C'est pour éviter les potentielles questions pièges. Il n'y a pas de question piège. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout simplement en fait, l'intégration du développement durable dans son activité commerciale. Si je devais appliquer cette définition à un étudiant, c'est l'intégration volontaire du développement durable dans votre quotidien. Et vous pouvez le faire quand vous êtes dans l'entreprise en tant que salarié et vous pouvez le faire avant de rentrer dans l'entreprise. Et oui, messieurs, dames, vous avez des actions que vous pouvez mettre en place avant de rentrer dans une structure et ces actions sont des actions que vous pouvez appeler, qu'on peut qualifier des actions RSE. On va en parler juste après. Alors déjà, juste pour vous faire un petit récap aujourd'hui du marché et des prises d'engagement autour de la RSE. Aujourd'hui, il y a une stat qui dit que 75% de la transition écologique et sociétale repose sur les entreprises. Et en fait, quand on entend ce chiffre, on se dit, OK, mais qui sont les entreprises françaises? Donc aujourd'hui, en France, l'INSEE nous dit qu'il y a 3,9 millions d'entreprises en France. Dans ces entreprises françaises, l'autre question, c'est de se dire, OK, quelle est la typologie de ces 3,9 millions d'entreprises? Donc dans ces 3,9 millions d'entreprises, on va trouver quoi? On va trouver des freelances, des gens qui sont en micro, en SASU, comme moi. On va trouver des chefs d'entreprise de TPE. Donc une TPE, c'est une très petite entreprise de 1 à 10 salariés. Et on va trouver des chefs d'entreprise de PME, donc des entreprises qui sont entre 11 et 49 salariés. Et ensuite, on va trouver des grosses PME, au-delà de 50, des ETI et des grands comptes. OK? Donc, une fois qu'on a dressé ce panorama-là, on se dit, OK, quelle est la proportion? Qu'est-ce qui représente quoi dans ce micmac? Aujourd'hui, tenez-vous bien, en France, 95% de toutes les entreprises françaises, de ces 3,9 millions d'entreprises, sont des petites entreprises. Donc, sont des indépendants, des freelances et quelques PME. Mais majoritairement des indépendants, ça se compte en millions, quelques TPE et vraiment une petite partie de PME. Ça, c'est 49% de la masse salariale, 43% de la valeur ajoutée. Donc, si demain, vous vous dites, moi, déjà, en tant que futur entrepreneur, j'ai rien à apporter au monde, je n'ai pas d'impact, c'est faux, puisque si vous multipliez tout ce monde-là, vous allez voir que je vous parlais d'un concept juste après, il y a moyen de faire des changements à grande échelle et de mettre en place tout un effet de boule de neige. Et donc là, une fois qu'on a dressé ça, on se dit, OK, en gros, il y a plus de 9 boîtes sur 10 en France qui est une petite structure. Très bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les petites structures qui doivent aller résoudre en partie la transition écologique et sociétale dont je vous parle depuis le début grâce au développement durable, grâce à la RSE, est-ce qu'elles le font aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 15% des entreprises françaises qui sont engagées dans une démarche RSE. Et sur ces 15%, il y en a 16% qui sont réellement performantes sur le sujet. Bon, je vous laisserai faire les maths avec tous les ingénieurs qu'il doit y avoir derrière l'écran. Donc, en gros, ça fait 3,7 millions de structures en France qui ne sont pas formées au sujet RSE. Donc, si la transition écologique et sociétale repose à 75% sur les indépendants TPE et PME, et que la plupart d'entre elles ne sont pas formées, je peux vous garantir qu'on est mal parti. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, il va falloir aller former ces personnes-là, les sensibiliser, les faire monter en compétences. Et de l'autre côté, il va falloir s'appuyer sur vous, les jeunes générations,
vous n'arrivez pas sur un marché du travail en allant chercher juste un salaire. Vous arrivez sur un marché du travail en ayant une bonne connaissance du secteur de l'impact, savoir où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller. Et c'est tout le but de cette conférence. Alors, en tant qu'étudiant, est-ce que je suis concerné par tout ça? Moi, honnêtement, j'ai 30 ans. S'il y a quelqu'un qui m'a fait cette conférence quand j'avais 23 ans, avant la sortie d'études, j'aurais dit bla 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 bla. Déjà, je vais essayer de trouver un taf et gagner de l'argent, et ça ira bien. Eh bien oui, ça c'est une première réflexion que vous pouvez avoir. Mais en même temps, je pense qu'avec l'âge que vous avez, et si vous commencez à lire les rapports du GIEC, vous savez qu'en 2030, il va commencer à faire très chaud. Et en 2050, ça va commencer à devenir très compliqué si on n'inverse pas la tendance. Alors là, je vous parle du réchauffement climatique, mais il y a plein de sujets autour de la RSE qui ne sont pas uniquement liés à l'environnement. La RSE, ça touche à l'environnement, ça touche à la gouvernance, ça touche au social, ça traite des inégalités sociales, ça parle d'inclusion. Il y a plein de sujets à l'intérieur. Pour moi, si j'avais été à votre place en tant qu'étudiant, je me serais posé la question de comment est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je peux devenir, ou étudiante, je peux devenir un candidat exemplaire en matière d'engagement sociétal. Et essayer d'impulser ça dans l'entreprise que je vais rejoindre. Parce que figurez-vous que je croise beaucoup de structures à impact qui aujourd'hui n'ont pas pris d'engagement, n'ont pas formalisé leur engagement autour de la RSE. Donc, comment devenir un ambassadeur de la transition? Je vais poser une autre question, comme ça j'aurai le temps de voir, j'aurai le temps d'avaler ma salive. Pourquoi Il y a quelques réponses sur le score RSE, on en a eu pas mal. On a eu un 9, on a eu quelques 5, un 7. Ouais, donc en gros, on est en moyenne au-delà de 5. Donc on a quand même une audience qui est relativement bien informée. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Parce que si vous posez encore la question de qu'est-ce qu'il me raconte Florian là, moi la RSE développement durable, je ne suis pas un expert, j'en ai rien à faire, je ne sais même pas pourquoi ça me concerne. Je me doute que vous posez cette question si vous êtes venu là, si vous êtes déjà un minimum ouvert d'esprit. Mais est-ce que la crise du Covid-19 a impacté vos études et votre manière de travailler? Je ne vous demande pas comment, je vous demande juste oui ou non. N'hésitez pas à utiliser le chat. Je te tiens au courant s'il y a quelque chose. Bah, Quentin, le temps que les personnes répondent, est-ce que tu peux nous dire, en tant qu'étudiant, si la crise Covid-19 a impacté tes études et ta manière de travailler? Bien sûr, oui, totalement. De plusieurs façons différentes. La première, c'est déjà bon, comment dire, moins d'interactions sociales avec ton entourage, forcément. La deuxième aussi, c'est parfois une perte de motivation, une perte d'intérêt. Tu sais plus vraiment où tu vas, ce que tu fais, pourquoi tu es là dans tes études. Après, parfois aussi un peu plus de facilité au niveau des examens. J'ai envie de te dire, quand on a le cours à proximité, on se rend compte qu'au final, quand on a toutes les données à côté de nous, parfois on peut être amené à résoudre un problème sans avoir à tout engranger dans ta tête. Donc, forcément, il y a une partie, pour dire, un avant-goût de ce que ça pourrait être plus tard d'utiliser nos compétences en étant seul face à son écran et pas avec un prof qui nous prend par la main, quoi. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. J'ai envie de te dire, principalement du mauvais du côté des étudiants. Voilà, pour te résumer un peu. Quelles sont les réponses dans le chat? Tu as du oui, du non? Alors, j'ai beaucoup de réponses. Donc, j'ai oui, 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 bon, beaucoup de oui. Que des oui. Pas les études, mais la manière de travailler. Et tout le reste, c'est du oui. Yes. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que ça m'a impacté positivement parce que les accompagnements que je propose sont digitalisés et le métier que je fais fait que il y en a eu encore plus besoin depuis la crise. Il y a beaucoup de secteurs qui ont souffert et qui souffrent encore de la crise et qui vont en souffrir, et notamment les étudiants. Et pourquoi je vous pose cette question? Puisque la crise du Covid-19, c'est une crise climatique. Je vous incite vraiment, je vous le mettrai dans les actions à la fin, à assister à un atelier de la fresque du climat, parce que parmi les évolutions climatiques qu'il va y avoir, un des principaux risques, et c'est un risque, c'est même plus un risque, aujourd'hui c'est une réalité, c'est le risque pandémique. Et aujourd'hui on vit, la réalité c'est que la crise du Covid-19 est une crise pandémique. Et je vous inviterai à aller faire cet atelier-là parce que quand on a une vision macroéconomique, macro tout court de ce qui se passe en fait dans le monde, des interactions de la nature et de l'impact de l'activité des êtres humains sur Terre, on se rend compte que ça, en fait, c'est relié au climat. Je vais passer à la suite.
Donc, je vous montre tout ça parce que pour moi, les étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi peuvent changer la donne aujourd'hui. Alors, je sais pas, on va reparler chiffres, mais juste pour vous donner, il y a une armée de personnes aujourd'hui qui est prête à changer. En tout cas, dans les salariés français, alors c'est pas toutes ces personnes-là ne sont pas prêtes à changer, mais en fait, je vous donne ces chiffres-là, vous allez comprendre juste après. On a 22,4 millions de personnes qui travaillent dans le privé, 1,8 million dans le secteur caritatif, ce qui est énorme, hein, 1,8 million dans le secteur des entreprises à impact, 5,4 millions dans le secteur public. Donc, on a quand même énormément de personnes. Si on revient dans les étudiants, pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, je serais quand même assez surpris que vous n'ayez pas entendu parler en tant qu'étudiant. Euh, le manifeste pour un réveil écologique, en 2020, il a été signé par 30 000 étudiants. Alors, ce n'est pas grand-chose, hein, si on considère le nombre d'étudiants qu'il y a en France. Et il y a une étude de Com Communication qui montre que pour 55% des salariés et 76% des millénials, c'est vous les amis, l'engagement sociétal d'une entreprise est plus important que le salaire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure dans les actions proposées de rémunération raisonnée. Et si on va du côté des personnes qui sont en reconversion et demandeurs d'emploi, en France, c'est 5,8 millions de demandeurs d'emploi. C'est des chiffres de 2020. Je n'ai pas les chiffres actualisés après le Covid, mais je peux vous dire que je pense qu'on doit être sur du 10, 15, 20% de plus. Donc tout ça, ça représente une manne de personnes qui pourraient éventuellement être prêtes à changer. Et je vais vous parler d'une notion. On n'a pas besoin en fait de faire changer toutes ces personnes-là, puisque vous allez très vite vous rendre compte, si vous l'avez déjà fait, qu'en fait il y a différentes catégories de personnes quand on parle de transition, de changement, déjà de changement des mentalités, puisque l'écologie, avant d'être globale, climatique, sociale, de gouvernance, elle est d'abord personnelle. Je vais vous parler de la notion de tipping point parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait 22,4 millions de salariés qui changent, il n'y a pas besoin que tous les étudiants français aient besoin de changer. Je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez, alors je vais vous donner la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Un tipping point, on peut le traduire par un point de basculement sociologique, un point critique sociodynamique, un seuil de tolérance, un angle de repositionnement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est une notion qui a été théorisée il y a plusieurs années et qui montre que dans toutes les révolutions historiques, il a toujours fallu au moins 3,5% de convaincus, de courageux, de courageuses, pour aller impulser le changement. Et je vous ai une petite boule de neige en bas. Et en fait, la boule de neige, elle devient de plus en plus grosse une fois qu'on a atteint le tipping point. Donc, quand on est à 3,5%, là, c'est une avalanche de changement. Les personnes vont commencer à changer. Il y a même une histoire d'une… Il faudrait vraiment que je retrouve la source de cette histoire-là. C'est des tests atomiques qui ont été faits sur une île en plein milieu du Pacifique par les Américains. Et sur cette île, alors à côté de l'île a été irradiée, bien évidemment, suite aux tests atomiques. Et il y avait des milliers de singes sur cette île. Vous allez rigoler parce que la métaphore avec les singes c'est nous. Hein. Il y avait des milliers de singes sur cette île. Et le souci, c'est que les singes allaient mourir s'ils ne nettoyaient pas leur noix de coco avant de les manger. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques? Ils ont pris 100 singes. Ils ont pris même moins de 100 singes. Ils en ont pris 5. Ils les ont éduqués. Ils leur ont montré comment nettoyer leur noix de coco avant de les manger. Et après, ils les ont réintégrés sur l'île. Donc, bien évidemment, les 5 qu'ils avaient éduqués à nettoyer les noix de coco avant de les manger, nettoyer leur noix de coco tous les jours. Et la première semaine, il ne s'est rien passé. Par contre, la deuxième semaine, il y a 2 singes qui ont commencé à nettoyer leur noix de coco aussi. Et la troisième semaine, on est passé à 10. Et au bout d'un mois, à partir du 100e singe, tout le monde a commencé à nettoyer sa noix de coco. Donc, ce que je veux vous dire, c'est exactement une belle histoire pour définir ce qu'est un tipping point. Il ne faut pas croire qu'on a besoin que tout le monde soit convaincu pour qu'il y ait un changement à grande échelle. Et si demain, je fais le calcul de tous les étudiants qu'il y a en France, et si on prend 3,5% de ça, ça fait 95 550 étudiants. Si demain, vous êtes 95 550 à être convaincus de la nécessité de changer, à rentrer vraiment en transition, à devenir des ambassadeurs de la transition, vous pouvez faire évoluer les mentalités dans les entreprises et sur le long terme, parce que vous êtes la base. C'est la base. Parce que moi, je considère qu'à 30 ans, je suis déjà trop vieux pour changer. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, vous sortez des études, vous pouvez impulser le changement. Dès le départ, quand vous arrivez sur le marché du travail, vous ne retrouvez pas à aller travailler dans une structure juste pour gagner de l'argent. Et surtout pour beaucoup de structures aujourd'hui, des structures qui elles engagent des personnes qui veulent gagner de l'argent. Et forcément, la seule raison pour laquelle la structure existe, c'est l'actionnariat, le profit.
Je continue. Quelle heure il est, Quentin? Il est 17h05, on a encore 25 minutes, je vais un peu accélérer. Donc la question que je vais vous poser, juste pour sonder l'audience aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous faites partie de ces 3,5% d'étudiants qui veulent ou qui ont déjà commencé à initier un changement des mentalités? Et s'il n'y a pas que des étudiants aujourd'hui, globalement, des personnes qui veulent initier un changement de masse des mentalités, qui veulent faire partie des 3,5. Alors effectivement, on n'a pas que des étudiants. Donc, on a besoin de tout le monde pour la transition. Je vous pose cette question, Quentin, je ne te pose même pas le oui, hein, tu en fais déjà partie des 3,5. Si vous voulez faire partie de ces personnes-là, de cette minorité qui est de moins en moins silencieuse, parce que pour moi, il y a un réel tsunami aujourd'hui en France sur les thématiques de changement, de passage à l'action, de création d'impact, notamment chez les étudiants. Vous allez sûrement vouloir bosser dans une boîte qui, elle aussi, vous contribue à un monde meilleur. Donc là, on va passer à la partie 2. Et c'est la partie la plus intéressante parce que jusqu'ici, en fait, je vous ai juste contextualisé, je vous montrer ce qui se passait aujourd'hui dans le monde de l'impact. On n'est pas vraiment rentré dans le détail. Si demain, vous voulez travailler dans une structure qui est engagée, moi, je vous conseille déjà dans un premier temps d'aller voir des structures qui sont dans l'ESS. Si vous ne connaissez pas l'ESS, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, vous soyez ingénieur, vous soyez business développeur, que vous soyez entrepreneur et que vous cherchez des clients engagés, allez dans l'ESS. Aujourd'hui, c'est plus de 160 000 structures en France. Il y a 3,9 millions. Hein. Donc, je vous laisse faire les maths. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est en train de grandir. Dans les structures de l'ESS, vous allez retrouver des associations, des fondations, des ONG, des fonds de dotation, des structures labellisées, dans les structures qui sont à côté de l'ESS et qui, pour moi, sont des structures engagées. Vous pouvez les taper sur Internet, des entreprises à mission, des entreprises qui ont déjà commencé à mettre des démarches de développement durable, qui sont même labellisées, B Corp, Lucie. Vous avez plein, là, juste avec les mots-clés que je vous ai donnés, là, vous avez des dizaines, des centaines de milliers de structures. Vous pouvez les cibler sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou ailleurs. Tout ça pour vous dire que le marché de l'entreprise, des entreprises à impact, il est en plein boom. L'ONU nous dit en 2020 que c'est 12 000 milliards de perspectives de marché et ça peut créer 380 millions d'emplois. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont encore en mode « oui, mais non, il n'y a pas d'argent, la croissance, on ne peut pas faire de l'impact et faire de la croissance », c'est faux. En 4 ans, en 20 ans, on a x4 sur le nombre de fondations engagées sur les questions d'impact et d'engagement sociétal et solidaire. On est à plus 4,5% de création d'emplois dans l'ESS entre 2010 et 2019. Je n'ai pas les chiffres de 2020 à 2021. Bien évidemment, le secteur a été impacté comme tous les autres secteurs qui ont vécu la crise Covid-19. Mais je peux vous garantir que quand les chiffres vont sortir, je serai moins surpris que ce secteur ait été moins impacté puisque des entreprises qui sont engagées dès le départ, qui ont pensé leur performance, non pas seulement sur l'économique, qui ont pensé leur performance sur le triple pilier People, Profit, Planet, c'est des entreprises qui sont résilientes. Des entreprises qui sont préparées aux crises. C'est des entreprises qui ne vivent pas dans le monde des bisounours, qui ne sont pas juste créées avec le profit, qui se sont posées plein de questions autour et qui se sont posées notamment la question de la gestion des risques et des crises qui peuvent arriver et des plans qu'ils peuvent mettre en place avant qu'elles arrivent. Et pas quand elles sont là, comme le fait le gouvernement français aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment vous allez faire la différence? On va passer aux actions. Je vais vous donner des actions très concrètes maintenant. Parce que le thème de cette conférence, c'est quand même de vous montrer comment est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez devenir un ambassadeur de la transition, faire la différence sur le marché du travail, montrer à des recruteurs que vous êtes déjà en train de faire des choses, vous n'avez pas votre DR assis sur Netflix ou devant un ordinateur. D'ailleurs, vous pouvez faire ça, il y a plein de bonnes choses que vous pouvez faire dans l'ordi, on va en parler. Donc la question, est-ce que vous savez comment vous allez faire la différence sur le marché du travail avec les dizaines de milliers d'autres étudiants qui veulent sauver le monde? Déjà, si on prend juste les signataires du réveil écologique, il y en a 30 000. Donc mettons que vous n'avez même pas signé le réveil écologique. Et mettons qu'on a déjà atteint le tipping point, il y a 92 000 étudiants. 92 000 étudiants qui veulent aller prospecter 160 000 structures engagées. Elles ne vont pas toutes recruter, notamment après le Covid. Ça veut dire que vous allez faire la queue. Ça veut dire qu'il va leur faire la différence. Est-ce que vous savez comment vous allez faire cette différence? Oui, non. Quentin, c'est dommage que tu sois là et que tu sois le seul à pouvoir me parler. Je te pose la question le temps que les personnes répondent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais comment est-ce que tu vas faire la différence sur le marché du travail? Alors, pour être honnête avec toi, il y a des pistes. Forcément, à force de me documenter à droite à gauche sur les innovations durables, il y a des pistes. Mais concrètement, à mon échelle,
c'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer comment on peut faire un véritable impact. On peut imaginer des petites actions, et je pense que c'est la somme des petites actions qui fait les grandes choses. Mais voilà, le plan à long terme, difficile de l'imaginer. Ok. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu as quoi dans le chat du coup, du oui, du non? Alors, juste avant toutes tes questions, il y avait plein de oui, et là, c'est une série de non. Pas vraiment, pas du tout. Non. Ah, bon, bah, elle tombe bien. Tu viens d'isoler un problème là. Yes. Ouais, il y a un gros pain point aujourd'hui, c'est que on a tous envie de sauver le monde. Bien souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. Et là, quand on part sur ce sujet du positionnement de je vais créer de l'impact dans une boîte que je n'ai pas encore intégrée, de quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me parler là? OK. Eh ben, je vais vous parler de la plateforme de formation WeHackForce. Aujourd'hui, Quentin, on entend un peu ton micro, qui aujourd'hui n'est pas encore tout à fait adapté pour les étudiants ni les salariés, qui est vraiment fait pour les petites structures, les indépendants jusqu'à 50 salariés. On a créé sur cette plateforme, en tout cas nous, quand on s'est posé la question, moi en tant qu'entrepreneur, un matin je me suis levé, je me dis ok, tu veux créer de l'impact. Même question vous, en tant qu'étudiant, je veux créer de l'impact, je veux faire la différence auprès de mes clients. Vous, vos clients, c'est qui? C'est des entreprises qui veulent vous recruter. Comment je fais? Une fois que vous allez poser cette question sur comment je fais, c'est quelle thématique, qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement comme action pour pouvoir aller changer. Moi, j'ai pris contact avec des experts il y a un an et demi. J'aurais posé cette question-là et en fait, on a identifié 20 thématiques au global qui concernent le développement durable et son pan RSE appliqué à une structure et sur lequel vous pouvez mettre en place des choses en tant qu'étudiant. Et on a identifié 20 thématiques. Je ne vais pas vous parler des 20 aujourd'hui. Je vais vous parler des thématiques qui, à mon sens, sont applicables. Alors, il n'y en a plus que deux. Hein. Il y en a plus que deux, mais je vais vous en parler de deux qui, à mon sens, sont applicables tout de suite par des étudiants. Je vais vous parler de la thématique numéro 4, qui est en haut, qui est la rémunération raisonnée. On va parler argent. Il n'y a jamais personne qui parle argent dans les conférences. C'est un peu trop risqué. Et on va parler de donation, mécénat et générosité. Parce qu'en fait, ça, c'est pour moi deux choses sur lesquelles, quand vous allez vous pointer en entretien, et si vous avez mis en place des choses et des questionnements sur ces sujets, je peux vous dire que vous avez le job de suite. En particulier, si vous allez prospecter une structure impact, si vous êtes entrepreneur ou si vous souhaitez être recruté par une structure engagée. Alors, les actions et les questions surtout. Il va y avoir beaucoup de questionnements sur ces deux sujets. La rémunération raisonnée. Alors, la rémunération raisonnée, moi, j'entends souvent, je vais vous parler de ce sujet parce que dans les quelques entretiens que j'ai déjà fait en tant que recruteur et même en tant que président d'association, j'entends souvent, je ne fais pas ça pour l'argent. La fameuse. Déjà, je me demande s'il y a vraiment des gens qui ne font pas ça pour l'argent. Alors, peut-être ce serait, je ne fais pas ça que pour l'argent. Mais l'argent, c'est quand même important. La rémunération raisonnée, c'est l'idée ici, c'est de vous poser la question concrètement, c'est de savoir de combien vous avez besoin pour vivre décemment. Et ça, c'est une question qu'il faut vous poser dès maintenant, avant même que vous rentrez dans une structure. Et s'il y a des salariés, c'est super important que vous la posiez cette question-là quand vous allez négocier votre salaire. Et c'est super important quand vous êtes entrepreneur de vous la poser parce que vous levez tous les matins, quel que soit votre statut, salarié, étudiant, entrepreneur, demandeur d'emploi, si vous levez tous les matins avec zéro objectif financier, ça va être très compliqué. Ce n'est pas motivant si vous ne fixez pas d'objectif. Et même si vous ne faites pas ça que pour l'argent. Parce que l'argent, ça nous fait vivre. Dans la société dans laquelle on a créé aujourd'hui, on a besoin d'argent. Si demain, vous n'avez pas d'argent, pour revenir au développement durable, ce n'est pas sustainable. Vous n'allez pas pouvoir vous acheter à bouffer, vous n'allez pas pouvoir régler vos fournisseurs, vous n'allez pas pouvoir vous rendre à l'entretien qui est à Paris, payer votre billet de train si vous avez été retenu. Donc, la première question que vous devez vous poser sur la notion de rémunération raisonnée, c'est de combien vous avez besoin pour vivre décemment. Et pourquoi est-ce que vous devez vous poser cette question? Parce que moi, j'entends souvent une phrase qui m'énerve, c'est « sky is the limit ». Vous l'avez déjà entendu cette phrase? « Sky is the limit ». Alors, quand vous êtes entrepreneur, moi, je crée ma boîte, start-upper dans mon garage, boum, ça devient Amazon, ça devient Apple, « sky is the limit ».
vous voulez rentrer dans une structure, vous êtes étudiant, je suis ingénieur, je mérite de bien gagner ma vie, sky is the limit. Ben non, en fait, sky is not the limit, les amis, il y a un petit problème aujourd'hui. Il y a un truc qui s'appelle l'overshoot day. Tous les ans, en fait, tous les ans, on utilise les ressources de notre belle planète Terre, on les utilise toujours plus et toujours plus rapidement. Et tous les ans, en fait, il y a une date à laquelle on a dépensé les ressources. Alors cette année, Quentin, je ne sais pas si tu me contrediras, je crois qu'on était en juillet. Alors, vous pouvez peut-être nous dire dans le chat si vous voulez faire une petite recherche sur Google, Overshoot Day 2020. Et tous les ans, ça recule. Et pourquoi? Parce qu'on a des étudiants qui se pointent sur le marché du travail, qui veulent gagner un nombre incalculable d'argent. On a des entrepreneurs qui créent des boîtes, qui ne savent pas combien ils veulent gagner, sky is the limit, croissance, croissance, croissance. Et au final, tout le système qu'on a construit, il est basé sur cette phrase-là et sur la notion de croissance illimitée. Donc là, je vous parle de rémunération raisonnée. Et si vous êtes entrepreneur, je vous parlais de croissance raisonnée. Alors, ça ne va pas pour autant dire qu'il faut arrêter de croître, ça ne va pas pour autant dire qu'il faut arrêter de gagner de l'argent, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc, la première, c'est de combien vous avez besoin pour vivre décemment. Une fois que vous avez posé cette question-là, il y en a une autre qui va venir, c'est OK, bon, pour savoir de combien j'ai besoin pour vivre décemment, il faut quand même que je me questionne sur mes projets, mes objectifs de vie, personnels et professionnels. À 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Allez. Alors déjà, quand je suis étudiant, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Là, tu me demandes de me poser des questions à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Prenez un papier et faites-vous des rêves. 5 ans, je veux ça. 10 ans, je veux ça. 20 ans, je veux ça. Objectif de vie personnel et pro. Parce que la rémunération, vous n'avez pas, c'est pas que c'est vraiment relié. C'est quelque chose de très holistique. Ça concerne toute votre vie. Une fois que vous savez combien une fois que vous avez vos objectifs de vie personnel et professionnel, il faut poser une autre question, c'est combien ça va vous coûter tout ça, hein. Donc déjà, combien vous coûte votre train de vie aujourd'hui et combien vont vous coûter vos projets de vie à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Alors moi, je l'ai fait, j'ai vraiment poussé le bouchon loin. Je vais aller voir combien coûtait un enfant les 3 premières années, si je veux prendre un chien, toutes les dépenses qui excédaient 1 000 €. Mais vraiment. Et c'est salvateur, ça fait tellement de bien de se dire, putain, je me pose, je vois où je vais, quoi. Et c'est pas grave si ça change, mais au moins, vous avez une feuille de route. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire un petit plan. Est-ce que vous avez un plan clair pour réaliser vos objectifs de vie personnelle et professionnelle sur chaque temporalité? À 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Le plan, il va évoluer, les amis, bien évidemment qu'il va évoluer. Il y a peut-être une crise du Covid de 22 qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Mais au moins, vous avez une vision claire d'où vous voulez aller. Et ça, cette vision, vous la faites évoluer tous les ans. Et surtout, associé à cette vision, vous avez des montants. Vous avez des montants chiffrés qui vous permettent de déterminer votre salaire de subsistance. OK? Et une fois que vous avez votre salaire de subsistance par rapport à tout ça, ça, on en parle dans le guide, hein. Je vous fais vraiment une version très résumée. Vous pouvez vous connecter sur la plateforme. On a un premier guide qui est gratuit. Notre plateforme, elle va être open source d'ici 1 mois et demi. Donc, ces guides-là seront gratuits. Pour le moment, ils sont vraiment adaptés, freelance, TPE, PME, mais la manière dont on les a construits, je vous promets, en tant qu'étudiant, en tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez tirer des raisonnements qui s'appliquent aussi en tant que citoyen, en tant que personne, sans forcément avoir d'entreprise. Et la question, la suivante, qui est super importante, c'est OK, mettons, moi, je veux gagner 5 000 € par mois. J'ai ma REM. C'est mon objectif. Donc, je me lève tous les matins, je veux gagner 5K par mois. C'est mon objectif. Quand je vais négocier mon salaire avec mon boss, c'est ce que je lui annonce. Quand je vais à mon entretien d'embauche, c'est ce que je lui annonce. Ce n'est pas ce que je veux tout de suite. C'est mon objectif. Je sais où je veux aller. Puisque sky is not the limit. J'ai compris qu'il y a des ressources limitées dans le monde. Et on ne va pas les surutiliser. La question après, c'est une fois que vous avez atteint vos 5K, si vous voulez pousser le raisonnement encore plus loin, une fois que vous avez atteint votre rémunération raisonnée, raisonnable, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à travailler au rythme auquel vous travaillez? Si vous gagnez encore plus de fonds, parce que ce n'est pas parce que vous avez atteint votre rémunération raisonnée que votre entreprise va vous payer. Ah oui, si demain, votre boîte, elle vous dit, prochaine rémunération, c'est 5% en plus, vous allez gagner 250 € en plus. Ces 250 €, qu'est-ce que vous en faites? Vous les donnez à une asso? Vous les gardez pour vous? Vous travaillez moins, vous prenez plus de temps pour vous? Ça aussi, aujourd'hui, on peut s'autoriser à moins travailler quand on a son salaire dans la tête et qu'on l'a déjà atteint. On peut prendre plus de temps pour soi, on peut prendre plus de temps pour sa famille. Quand on a un plan très clair pour aller l'atteindre, c'est aussi beaucoup moins stressant au quotidien parce que je vois combien de personnes qui ne savent pas où elles vont au quotidien. Et surtout des entrepreneurs parce que j'en suis un. Quand je pose ces questions-là, c'est la panique totale, mais ça ne devrait pas. Ce n'est pas possible de se lever le matin sans avoir de plan. Et surtout quand on parle d'argent, parce que tout notre système aujourd'hui est basé sur l'argent.
Donc ça, c'est sur cette première partie. Je vous laisserai aller lire le guide quand il sera disponible sur la plateforme. Vous pouvez devenir adhérent de l'association. Pour les étudiants, ça coûte que dalle. C'est 30 €. Ensuite, je vais faire le lien avec d'autres types d'actions que vous pouvez mettre en place. Là, on va vraiment rentrer dans l'action puisque sur la rémunération raisonnée, c'est un travail holistique, écologie personnelle, projet de vie professionnel et personnel. Mais c'est super important. Demain, si vous pointez devant un recruteur et qu'il vous dit combien vous voulez gagner, ne vous contentez pas de dire le chiffre et ne vous contentez pas de répondre parce que moi, je ne fais pas que ça pour l'argent. Il faut répondre, je fais ça aussi pour l'argent et je fais ça en connaissance de cause. Si vous pointez devant une structure impact et que vous lui dites que vous avez bien compris, vous avez bien pris conscience que sky is not the limit, je peux vous dire que vous avez 9 chances sur 10 de vous faire recruter. Tous les gens qui passent derrière, ils ont 0 chance. Hein. C'est fini. Et si vous êtes le premier à passer le recrutement, ils n'ont même pas envie de faire passer le reste. Deuxième sujet, et là, vous pouvez mettre en place des actions beaucoup plus concrètes, c'est sur la donation, le mécénat et la générosité. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes demandeur d'emploi, quand vous êtes entrepreneur, si vous êtes posé cette question de la rémunération raisonnée, à un moment donné, vous pouvez vous focus que sur l'argent au départ. Hein. Ce n'est pas gênant. Parce que c'est compliqué de se lancer sur plusieurs projets en même temps. Mais en même temps, vous pouvez aussi vous focus sur le fait de donner avant de recevoir. Et ça, c'est quelque chose, c'est des choses qui plaisent en entretien. La plupart des structures impact que je connais, qui se créent ou qui veulent basculer vers l'impact comme la mienne, c'est des entrepreneurs comme vous et moi, c'est des humains normaux qui, à un moment donné, se sont levés, ont une prise de conscience animale, ils ont regardé leur enfant, ils se sont dit c'est pas possible que quand mon gosse il aura 30 ans, il puisse pas vivre sur une planète comme la planète sur laquelle j'ai vécu les 30 premières années de ma vie. C'est pas possible que quand il va me poser la question pourquoi le monde est comme ça, que je lui réponde bah non, bah le monde est comme ça parce qu'il est comme ça et moi j'ai accepté, j'ai rien fait. Bah, vous pouvez donner aujourd'hui votre temps à des associations, à des fondations. Alors, c'est pas que We Act for Earth, il y a plein d'associations en France, il y en a des dizaines de milliers. Vous pouvez faire du mécénat de compétences. Est-ce que le mécénat de compétences, c'est une notion que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler? Vous pouvez, n'hésitez pas à répondre dans le chat, un petit oui, un petit non. Quentin me donnera les réponses juste après, à la fin de mon monologue. Vous pouvez faire du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, ça consiste en quoi? Ça consiste à, déjà d'une, identifier une association pour laquelle vous voudriez donner du temps et de vos compétences, à mettre à disposition de votre temps et de vos compétences à cette association-là. Et après, la question aussi, c'est de se poser la question, parce que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre et aussi des étudiants qui se disent bah, attends, mais moi, j'ai 0 expérience. Non. En fait, il y a plein d'assos qui ont besoin de vous, hein, je vous le dis. Nous, on a besoin, déjà, si vous avez juste du temps, ne vous inquiétez pas, vous arrivez dans une asso, on trouvera toujours quelque chose à vous faire faire. Et ça, quand vous arrivez en entretien d'embauche pour revenir avec le recruteur, moi, il y a une question que je pose aux étudiants quand ils viennent me voir. Et en général, ils sont assez décontenancés. Je dis, OK, très bien, tu veux travailler chez nous, tu m'as donné les bonnes raisons. Moi, la question, c'est, et du coup, pourquoi on te prendrait toi, concrètement, en termes d'engagement, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Parce que là, tu viens d'être diplômé ou tu es en reconversion, tu es en recherche d'emploi. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Quel impact tu as créé? Et je ne parle pas nécessairement de l'impact à titre personnel et co-citoyen, parce que ça, c'est déjà super. Mais après, en termes de RSE, parce que ça, c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en place quand vous êtes dans la structure. En tant que salarié, vous pouvez faire du mécénat de compétences. Hein. Vous avez des plateformes qui s'appellent, je vous incite à les découvrir en tant qu'étudiant aussi, Wenabi, Vendredi, Diffuse. C'est des plateformes de mécénat de compétences qui existent depuis maintenant un certain nombre d'années, qui sont très très bien faites pour aller trouver des associations avec qui vous pouvez partager des valeurs communes. Et je peux vous garantir que si demain vous mettez en place, donc là je vous ai fait un résumé une nouvelle fois de cette thématique-là, il y a plein de choses. Hein. Le mécénat, ce n'est pas que des compétences, ça peut être du mécénat financier, ça peut être du mécénat matériel, hein, si vous avez du matériel à donner. Au lieu de le jeter, donnez-le à des associations. Il y a plein de types de mécénat et je vous laisserai aller lire le guide sur ce sujet qui est disponible sur notre plateforme. Une nouvelle fois, il est à destination des freelances et des toutes petites entreprises. Mais en tant qu'éco-citoyen, en tant qu'étudiant, en tant que salarié, vous allez pouvoir trouver plein de petits tips à appliquer dans votre quotidien. Et après tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est bien beau, il nous donne plein de tips. Je vous ai dit que We Act for Earth, on aime bien l'exemplarité, le passage à l'action. Donc, je vais vous donner quelques actions très concrètes à réaliser à la suite de tout ça pour vous sensibiliser, parce que pour moi, c'est la base. Si le déclic n'est pas venu là
est bien évidemment là. Parce que si le cœur ne suit pas, le cerveau, au bout d'un moment, je peux garantir que la procrastination, on a toujours 1 milliard de trucs à penser, entrepreneurs, étudiants, les problématiques qui viennent, les déclics, il faut qu'ils se fassent aux 2 endroits, cœur, tête, et je dirais même trip à un moment donné, moi ça a été mon cas. Pour vous sensibiliser, je vous invite à vous inscrire à un atelier de la fresque du climat. Déjà, juste comprendre, c'est quoi la crise du Covid-19 ? Je vous parlais de risques pandémiques tout à l'heure. Il y a plein d'autres risques. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde qui sont liées au climat. Donc là, ça parle vraiment exclusivement du climat, mais c'est quand même pour moi la problématique number one. Il y a d'autres problématiques, les inégalités de richesse, les inégalités sociales, etc., qui sont couvertes par la RSE. Je vous invite aussi à changer de vision, parce que pour moi, YouTube rend… Alors, il y a beaucoup de contenu très utile. Je vous invite à aller découvrir un YouTube de la transition qui s'appelle Imago TV. Moi, qui m'a beaucoup servi au départ dans mon changement de mentalité, dans tous ces changements que j'essaie d'opérer au niveau de ma tête, mon cœur, mes tripes. Et je vous incite également à aller visiter le blog de We Hack Forest. On a beaucoup d'articles qui parlent notamment, puisque là, on parle quand même du salon d'innovation durable, de numérique responsable. Je ne vous ai pas fait de thématique aujourd'hui sur le numérique responsable. On en parle énormément au sein du collectif. Des actions en termes de numérique responsable, vous pouvez en mettre plein et vous pouvez les mettre en avant aussi devant les recruteurs. Pour moi, c'est juste pas possible qu'aujourd'hui, on ait des écoles comme l'INSA qui parlent trop peu encore de l'éco-conception, de l'impact des serveurs, de la relation de tout ça sur l'environnement, sur le social, etc. Sur la partie devenir exemplaire, je vais regarder le temps parce que j'ai parlé beaucoup, il est 17h27. On va peut-être déborder de 5 minutes pour les questions-réponses, c'est la dernière slide. Sur la partie devenir exemplaire, je vous invite à vous inscrire à la plateforme de formation à la transition We Hack Forest. Vous connectez sur le site wehackforest.fr et en haut à droite, vous pouvez créer un compte. Vous avez un premier parcours qui est gratuit et comme je vous le disais, dans 1 mois et demi, tous les guides que je vous ai présentés seront en mode open source. Et vous pouvez également nous aider, puisque moi, il y a un truc qui me frustre et c'est à la base c'est pour ça que j'ai créé ce collectif, j'ai créé cette association, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui vous parler d'une thématique qui jusqu'à maintenant, je n'avais pas abordé avec les étudiants, en tout cas pas avec le prisme étudiant, et c'est à la base. C'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là au départ, parce que je crois vraiment à la force des jeunes pour changer. Vous avez une capacité à changer, à intégrer le changement qui est beaucoup plus rapide, extraordinaire que moi qui ai 30 ans, qu'une personne de 40 ans, qu'une personne de 50 ans, puisque vous avez moins de croyances limitantes, parce que vous avez pris moins de mauvaises habitudes ou de bonnes habitudes. C'est plus facile pour vous de changer. Et j'aimerais vous inciter, si vous souhaitez, et vous inviter à co-construire avec nous la première formation à la transition pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Donc, vous voyez, les 2 thématiques que je vous citais là, en fait, il n'y en a pas que 2. Moi, j'en ai identifié à peu près une quinzaine. Et j'aimerais qu'il y ait des étudiants qui viennent chez nous au sein de l'association et qui nous aident à adapter nos guides et à les transformer pour les étudiants. Et que ces 92 250 étudiants qui sont déjà convaincus en France aujourd'hui, qu'on puisse aller leur donner ces contenus-là. Et que toutes ces personnes-là, quand elles arrivent en entreprise, que ce soit des vrais ambassadeurs du changement, qui puissent trouver des tafs qui correspondent à leurs valeurs, que ce soit facile pour eux de se faire recruter et surtout qu'une fois qu'ils sont dans la boîte, ils puissent inspirer aussi les générations les plus vieilles, moi, ceux d'après. Les gars, c'est le temps, les nanas, c'est le temps de changer. Je prends vos questions. S'il y en a, Quentin. Écoute, merci beaucoup Florian. N'hésitez pas à poser les questions, je vais les transmettre à Florian directement. Et je vois que les intervenants suivants sont déjà arrivés. Donc, Marcia, Anatole, je viens vers vous dans 2-3 minutes, juste le temps de voir s'il y a des questions pour Florian. Et on passe à vous. Alors. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Je sais que Julien, tu avais une question et que tu nous regardes encore. Alors, on a quelqu'un qui demande le lien We Hack for Earth. Est-ce que tu pourrais nous donner ça? Yes. Ah oui, il est là. Eh ben, magnifique. Dernière slide. Ouais. En haut à gauche. Et pour vous connecter à la plateforme, quand vous êtes connecté sur le site, en haut à droite, vous pouvez vous connecter ou créer un compte. Vous avez un premier parcours qui est gratuit. On vous offre un guide sur les bases du développement durable. C'est super utile, soyez entrepreneur, étudiant, citoyen, salarié, demandeur d'emploi. Ça vous résume, ça vous parle du GIEC, ça vous parle des COP et ça fait le lien sur tous ces sujets-là et comment on peut les appliquer dans une structure. Alors, j'ai une question. Comment sensibiliser son entourage qui n'est pas spécialement intéressé par ces sujets? C'est une bonne question.
je pense que déjà, il faut être bien renseigné à son niveau. Et je pense que la meilleure des sensibilisations que vous pouvez avoir, c'est l'exemplarité. Voilà, c'est faire, prendre du plaisir dans ce que vous faites, ne pas aller en frontal pour aller parler de certains sujets et montrer que vous faites. Et je pense que moi, ce que j'ai vu en tout cas avec ma famille sur ces sujets-là, je n'ai pas trop essayé de leur parler. J'ai surtout fait et je me suis rendu compte qu'après plusieurs mois, bon, pour certaines personnes, ça prend des années, voire même ça n'arrivera jamais, les personnes viennent vers vous. Donc, je pense qu'en fait, le mieux, c'est de faire de la sensibilisation en mode indirect. Vous montrez l'exemple. De temps en temps, vous pouvez en parler sur des choses que vous avez fait. Je pense que la pire des choses, c'est l'écologie négative, c'est le ton moralisateur, c'est la peur, c'est de dire que tout va mal, on va tous crever en 2050, tu vas faire trop chaud, etc. Non, non. Et laissez les personnes revenir vers vous parce que je peux vous dire que d'un moment, quand vous êtes exemplaire, les personnes vont vous poser des questions. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, Noël dernier, au lieu d'offrir un cadeau en physique, j'ai offert une carte cadeau éthique cadeau. Et c'est une carte cadeau que vous pouvez aller dépenser sur des e-shops solidaires. Donc, forcément, les personnes on va aller dépenser cette carte cadeau. Et ça, c'est une bonne manière de les sensibiliser aux éco-gestes, au zéro déchet, à l'alimentation végétarienne et à différents sujets autour de la transition. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, je pense que c'est une première. Et si je peux vous donner un super livre à lire sur la sensibilisation à l'écologie et globalement au sujet du développement durable, c'est le livre sur les nudges, Nudges. C'est l'art de la manipulation, mais c'est une manipulation assez soft. C'est comment faire les choses à des personnes qui n'ont pas l'habitude de les faire. Donc, vous avez un livre sur les nudges écologiques qui est super cool. Par exemple, je vous donne un exemple de nudge sur l'écologie. Moi, j'ai un collègue qui a ouvert une association et qui pose des post-it au-dessus des interrupteurs dans les écoles maternelles et primaires. Et sur ces post-it, c'est alors au-dessus des interrupteurs, dans les toilettes, ça sensibilise sur la chasse d'eau, éteindre la lumière et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vous n'avez pas posé ça à la maison, j'espère. Mais... J'ai une dernière question pour toi et après on va laisser la place à Global Climate Initiative. Alors, est-ce que tu aurais des pistes pour un étudiant qui recherche une alternance dans le domaine de l'économie circulaire, RSE, développement durable, gestion des déchets? C'est un peu large. Yes. Ben, ce que je t'invite à faire, étudiant qui cherche une alternance sur ces sujets-là, on a un groupe qui s'appelle We Act Forest sur LinkedIn. Il y a 2200 membres dessus. Tu peux tout à fait aller poster ta demande sur ce groupe. Tu peux aussi nous écrire et on te met en relation sur le Slack. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans différents domaines, notamment sur l'un de ces domaines. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Florian. S'il y a d'autres questions, je te les relayerai sans doute en privé. Et je vais laisser sûrement la place aux intervenants suivants. Bah, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, We Act for Earth. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site internet, la page LinkedIn. Et voilà. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et on lâche rien. Franchement, c'est maintenant. Non, je n'ai pas dit ça. Au revoir. Merci à toi, Florian. À la prochaine. Je quitte, tu n'as pas besoin de me repasser en intervenant.